Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. On va parler d'Oklahoma City, chronique d'un fiasco annoncé. Tout ça pour ça, eh bien Westbrook, Paul George et Melo sont aux Bahamas en vacances. Chronique d'un fiasco annoncé parce que finalement tout ça était tellement prévisible. On en avait parlé, souvenez-vous, dès octobre 2017. Autant d'un côté, j'étais très enthousiaste sur l'arrivée de Paul George, qui a effectivement renforcé l'équipe, comblé les lacunes dans plein de compartiments. Autant l'arrivée de Melo, je vous l'avais dit à l'époque, je vous l'avais dit il y a 6 mois, pour moi, cette arrivée, elle posait plus de questions qu'elle n'apportait de réponses, et j'arrivais à la conclusion que j'étais pas convaincu que l'équipe soit plus forte avec lui que sans lui, et malheureusement, tout ce que je craignais est arrivé, c'est-à-dire qu'on a une association de 3 joueurs qui ne sont pas en complémentarité, qui jouent de la même façon, qui ont besoin d'exister balle en main, et la mayonnaise n'a pas prise, et malheureusement sur la saison ça a été en dents de scie. N'oubliez pas qu'à quelques jours de la fin de la saison régulière, eh bien OKC n'était même pas sûr de se qualifier pour les playoffs. Il y avait une petite probabilité qu'ils ratent les playoffs, et puis au final, sorti au premier tour comme la saison passée. Effectivement, un constat très décevant. C'est pas la première fois dans l'histoire de la NBA qu'une équipe est décevante, c'est pas non plus la dernière, mais tout ça était quand même très prévisible, parce que je vous en avais déjà parlé il y a très longtemps, comme je vous le disais, et puis surtout maintenant, quid de l'avenir, parce qu'il y a aussi beaucoup d'incertitudes sur la saison prochaine du côté d'Oklahoma City. On va en parler un petit peu plus tard dans cette vidéo. Une élimination face à Utah également prévisible, parce que je vous avais dit début avril dans un tweet que, à défaut de savoir quel serait l'adversaire de qui allait affronter qui en playoff, c'était trop serré, il y avait trop d'incertitudes. Ce que je vous avais dit, c'est attention, le pire match-up, la pire opposition possible pour cette équipe d'OKC, c'est une top défense. Parce que cette attaque d'Oklahoma City, elle est trop pauvre tactiquement, elle est trop faible collectivement pour surclasser une bonne défense. Et c'est exactement ce qu'on aura vu dans cette série face à Utah. Top défense, pire match-up. Au final, on a les 3 vedettes de l'équipe, eh bien, qui finissent avec des stats avancées, des stats d'impact relativement faibles, particulièrement Carmelo Anthony qui finit à moins de 10 de PER, moins de 50% au tir réel, moins 4,4 en box plus minus en indice d'impact. Moins 4,4, c'est l'indice d'impact d'un joueur du bout du banc, d'un joueur vraiment dans le plus bas de la NBA en termes de niveau. Anthony, il a fait les playoffs atroces, il fait la pire saison de sa carrière, les pires playoffs de sa carrière. À côté de ça, Paul George, il est à 15 de PER, moins 1 en box plus minus, donc c'est pareil, son impact aura été limité. Westbrook aura encore une fois essayé de tout faire tout seul. Alors certes, on ne peut pas lui ôter son envie, son énergie, mais il veut trop en faire, et à vouloir trop en faire, malheureusement, eh bien, on passe à côté. Alors ces stats d'impact, elles sont impressionnantes, hein, plus 5, on est à 20 de PER, c'est en deçà de ce qu'il a fait en saison, mais ça reste très bien, ne noircissons pas trop la feuille. Là où on a une problématique, c'est qu'il est à moins de 50% en tir réel, donc on a encore une fois un Westbrook qui est dans une démarche quantitative. Il cumule les stats, il noircit la feuille de match, mais en termes d'efficacité, eh bien c'est encore un peu faible, et ça ne permet pas de tirer l'attaque d'OKC vers le haut. Au final, on n'a aucun des 3 joueurs vedettes entre guillemets d'OKC au-dessus des 41% au tir. Westbrook est à 30 points par match, mais à moins de 40%. Il fait plus de 5 pertes de balles par match pour 7 passes décisives. Les ratios, dès lors que vous cherchez de l'efficacité, les ratios sont très faibles. Et puis surtout, des Paul George, des Melo, des Westbrook, des joueurs ultra athlétiques, physiques, des locomotives d'attaque, eh bien regardez, ils n'ont quasiment pas tenté de lancer franc dans ces
playoff parce qu'ils ont cherché à attaquer le cercle, mais quand vous attaquez le cercle en frontal, en isolation face à une bonne défense, eh bien on surcharge avec des défenseurs qui lèvent les bras, qui contestent bien, et vous n'obtenez pas la faute, vous n'obtenez pas des lancers. Et puis dans le dernier match, c'est ce que je vous avais dit sur Twitter, on a un Westbrook qui tente 43 tirs. Dès lors que dans la NBA, vous avez besoin de tenter 20 tirs pour mettre 20 points, que vous avez un ratio point-panier tenté qui est égal, vous faites un mauvais match. Peu importe que vous mettez 70 points, si vous avez besoin de tenter 70 tirs pour mettre 70 points, c'est pas bon. C'est qu'il y a une anomalie, c'est qu'il y a une erreur. Tenter 19 tirs à 3 points, c'est une hérésie totale. Et une nouvelle fois, attention, je n'incrimine pas le joueur. Parce qu'on ne va pas reprocher à Westbrook de vouloir faire quelque chose, d'essayer de faire gagner son équipe. Mais toujours dans ces cas-là, je considère que c'est la faute du coach qui laisse faire. Un petit peu comme quand vous avez un sale gosse qui fait que des conneries, c'est pas de la faute du gamin, c'est de la faute des parents qui le laissent faire. Et bien là, ça a été un petit peu pareil. On a un coaching qui a laissé la carte de la maison, les clés de la maison, la carte blanche à Westbrook, qui a voulu tout faire tout seul. Et ça marche pas. 5 passes décisives, c'est le plus faible total de la saison de passes décisives de Westbrook. Il n'était pas dans son registre et on a été dans du quantitatif une nouvelle fois et pas dans du qualitatif. C'est ça qui a encore une fois manqué à cette équipe d'Oklahoma City. Une attaque incroyablement pauvre. Je me suis fait violence parfois à me dire je continue à regarder, mais c'est ce que je vous disais sur Twitter, je suis toujours sidéré de voir des équipes de niveau professionnel qui évoluent dans l'élite du basket mondial à un niveau aussi faible de collectif. Et c'est ce que Derek Anderson, ancien joueur NBA, disait sur son Twitter, qu'il était sidéré de voir des joueurs avec un si pauvre QI basket. Et bien là, regardez, on a une équipe de OKC qui est péniblement à 44% de passes décisives sur ces matchs de playoff. La moyenne NBA, c'est 60%. Donc on a que des numéros de solistes, c'est pas possible. Ça va marcher face aux Timberwolves, face aux Lakers, face aux équipes qui sont pas des bonnes défenses. Mais dès lors que vous tombez sur des bons clients en face, c'est trop peu, et c'est terriblement inefficace. Regardez dans le nombre de passes générées, donc on parle pas de passes décisives, mais la simple passe à un coéquipier. Pareil, on a une équipe d'OKC qui a le plus faible total cumulé de toutes les équipes de la NBA. La balle ne vit pas, le ballon ne circule pas. C'est un cadeau offert à la défense d'Utah. Tenez, merci. Utah ne pouvait pas demander mieux. Et puis surtout, pardonnez-moi, pardonnez ma sévérité, mais on a un Carmelo qui aura été complètement inutile sur ces playoffs et d'une manière générale sur la saison régulière, parce que Carmelo Anthony, il a été recruté pour quoi? Il a été recruté pour sanctionner sur des paniers ouverts, sur des passes décisives de Westbrook, sur des renversements. Il est là que pour ça. Et sur ces 6 matchs de playoff, Carmelo Anthony, il aura été à 20% de réussite au tir sur les catch and shoot, la plupart étant quand même des tirs relativement ouverts. Bref, il a été recruté pour mettre des tirs et il ne les a pas mis. Et dès lors que Carmelo Anthony, il ne contribue pas à l'attaque, eh bien il ne sert plus à rien. Carmelo Anthony, J.R. Smith, même combat. S'ils ne sont pas là pour mettre des paniers, des 3 points et pousser un petit peu l'attaque, ils ne servent plus à rien. Ils ne sont pas des créateurs, ils ne sont pas des défenseurs, ils ne sont pas des joueurs qui vont, un petit peu comme un Marcus Smart, même sans exister sur la feuille de match, diriger un petit peu les autres. Non, ils sont là que pour sanctionner. Donc s'ils ne sanctionnent pas, ils ne servent plus à rien. Et l'erreur fatale de Billy Donovan, et c'est pour ça que je suis colère, je suis colère parce qu'on a piétiné la basketologie, et vous le savez, je regarde le basket de manière dépassionnée parce que souvent on me dit t'aimes pas Westbrook, t'aimes pas OKC. Non. Si OKC proposait un basket de qualité, je les regarderais tout le temps, je serais les premiers à les trouver sexy, les trouver sympas. Mais là, ils proposent un basket qui tactiquement est très très faible et ça me fait mal au cœur. C'est ça qui me fait mal au cœur, c'est ça que je veux voir. C'est ça que j'ai envie de voir, du basket de qualité. Là, on voit un basket très pauvre. On voit sur le plan du coaching, le principe du coach, c'est de réfléchir aux problématiques de son équipe et d'apporter des solutions. Et on a un Donovan qui voit que Anthony est inutile
Et au lieu de faire un ajustement, comme Steve Kerr le fait très bien, comme Brad Stevens le fait très bien, ils modifient leur 5 de départ pour rematcher par rapport aux adversaires. Donovan, il n'a rien changé. Et Anthony, dès le match 3, il aurait dû jouer beaucoup moins, jouer 20 minutes. Jeremy Grant aurait dû jouer plus parce qu'il apportait de la défense, de l'intensité. Pourquoi pas aussi utiliser Melo en sortie de banc? Il y avait plein de choses à explorer qui n'ont pas été explorées, d'où ma déception, parce que tactiquement c'est pauvre. Voilà. Tactiquement et sur le plan du coaching, ça aura été très très pauvre du côté de OKC. Au-delà de ça, quelles étaient les forces d'OKC? Le rebond offensif, ils ont été limités, je me suis noté ça à 20%, alors qu'ils gravitent généralement dans les 30%. Donc tous les parpaings qui étaient envoyés par Westbrook, Anthony, George, qui sont récupérés normalement par Adams, ils n'ont pas été récupérés. En termes de capacité à aller provoquer des fautes, chercher des points à haut pourcentage sur la ligne des lancers, OKC a eu l'un des plus mauvais taux de lancers tentés sur ses playoffs. Une nouvelle fois, on en revient à la même chose. On veut jouer en première intention, la défense est bien placée, on n'obtient pas les fautes, on n'a pas les lancers bonus qui vont chercher des points à haut pourcentage. Au-delà de ça, les pourcentages de réussite très près du cercle ont été relativement faibles. Même constat, même cause, même conséquence. Et au final, on a une attaque d'OKC qui a été repoussée de la raquette, qui est tombée entre guillemets dans le piège du tir à mi-distance. Un quart du volume total de tirs tentés par OKC en playoff, c'est des tirs à mi-distance. Des tirs qui, je me le suis noté, sont à 38% de réussite. Donc la défense d'Utah, elle a gagné son pari sur tous les tableaux. Et malheureusement, n'ayant rien d'autre à proposer, eh bien, OKC est tombé dans l'isolation, est tombé dans les petites séquences où dribble de décalage pull-up à mi-distance, et Utah ne pouvait demander que ça. Donc, évidemment, il ne faut pas jeter la pierre à une personne en particulier. C'est pas de la faute spécialement de Melo, c'est pas de la faute spécialement de Donovan, c'est pas spécialement de la faute de Westbrook, c'est une faillite globale. Et il faut l'appréhender comme ça, c'est un échec global. Il y a pour moi une problématique de coaching, parce que si l'équipe joue d'une manière pauvre tactiquement, c'est pas de la faute des joueurs, c'est de la faute du coach. Mais après, quelles ont été les marges de manœuvre de Donovan? Si à Donovan on lui a dit tu fais pas chez Westbrook, il prend tous les tirs et c'est comme ça, le pauvre, il peut difficilement améliorer le collectif de son équipe. Donc c'est pour ça qu'il y a du general manager au préparateur sportif, en passant par les joueurs, il y a un échec global, et on ne peut être que déçu. On ne peut être que déçu que cette équipe d'OKC n'ait pas plus proposé plus de challenge en playoff, parce que là finalement maintenant en playoff il reste qui dans la conférence Ouest? Il reste les Warriors et les Rockets. On sait très bien que ça va se passer entre ces deux-là. Il n'y a pas eu de troisième ou de quatrième équipe qui peut venir, entre guillemets, être le trouble-fête et brouiller un petit peu les cartes, et c'est ça qui est dommage. Plus il y a d'équipes compétitives, quand vous regardez comment la NBA de manière dépassionnée, c'est-à-dire que peu importe qui gagne, vous êtes content, plus il y a d'équipes compétitives, mieux c'est. Et bien là, malheureusement, on n'y est pas, donc c'est une petite déception. Maintenant, attention Utah, ils peuvent aller emmerder les Rockets, mais on n'en est pas encore là. On reste sur OKC. Quel avenir? Alors, le premier avenir à court terme, c'est que Donovan va être limogé. Vous allez avoir sur ESPN une petite note de OKC Thunder parts ways with Coach Donovan. Ça va arriver dans les jours à venir, c'est une évidence. Il restait qu'une année après cette année-là sur son contrat, donc il n'y a aucune problématique pour qu'il saute. C'est terrible pour lui, mais malheureusement, c'est le principe du coach fusible en NBA. Quand ça va pas, c'est de la faute du coach. Donc ça sera le premier à sauter. Cette équipe d'OKC me fait beaucoup penser à l'équipe des Warriors version Mark Jackson 2013-2014. Alors certes, ça n'a rien à voir sur la structure, les joueurs en présence, etc. Mais dans la problématique, ça m'a fait beaucoup penser aux Warriors 2013-2014 parce que, souvenez-vous, 2013-2014, les Warriors sont éliminés au premier tour et sur le plan de leur jeu collectif, à l'époque de Mark Jackson, c'était aussi comme
cette équipe d'OKC, une des équipes de la NBA qui produisait le moins de passes dans leur séquence d'attaque. C'était un jeu assez pauvre, basé beaucoup sur du one and done, des actions en première intention, et ça ne marchait pas. Et il y avait déjà OKC à l'époque, petite parenthèse. Au-delà de ça, il générait très très peu de passes, je viens de vous le dire. C'était le cas en playoff, c'était le cas en saison régulière. C'était l'équipe qui produisait le moins de passes dans son jeu d'attaque. Et voyez que par rapport au 29e, donc l'équipe classée juste au-dessus, il y avait un différentiel de pratiquement 17 passes. Donc ils étaient de très très loin, cette équipe des Warriors version Mark Jackson, une équipe qui produisait peu de passes. Mark Jackson ne faisait pas l'affaire. On le vire. On introduit Steve Kerr et la saison d'après, eh bien, cette équipe des Warriors, c'est devenu une équipe dans le top 10 de la NBA pour ce qui est de la production de passes par match. Et comme par hasard, avec la même structure d'effectifs, avec juste quelques petits ajustements, David Lee, tu vas sur le banc, Draymond Green, t'es intégré, on joue en stretch 4 avec 4 extérieurs, 1 intérieur, beaucoup plus de jeux collectifs et comme par hasard, les Warriors, ils sont champions derrière. Donc, la problématique d'OKC peut être résolue par un changement de coach. Ça, c'est la première option qui va s'offrir à cette équipe d'Oklahoma City. Un changement de coach salutaire. Mais attention, quelles vont être les marges de manœuvre de ce nouveau coach? Parce que c'est bien beau de dire on prend un nouveau coach, aussi talentueux soit-il, si la consigne c'est tu fais chier personne et l'objectif c'est que les stars soient bien, ça ne marchera pas non plus. Donc, c'est bien de changer de coach, c'est bien d'aller retrouver un technicien, un spécialiste du collectif, un spécialiste de l'attaque. Encore faut-il qu'il ait des marges de manœuvre. Au-delà de ça, au-delà du coach qui va changer, ça c'est une évidence. Quel avenir au niveau de la structure d'effectifs? Parce que on est face à deux dilemmes du côté d'Oklahoma City. Westbrook, Adams, Robertson, c'est verrouillé. Ils ont un contrat longue durée, ils sont assurés de rester à OKC la saison prochaine, c'est verrouillé. Par contre, attention, le salaire cumulé de ces trois joueurs, c'est 70 millions de dollars. Au-delà de ça, on a Paul George qui a une option joueur. C'est-à-dire qu'il peut décider la saison prochaine d'activer son option et il reste à OKC. Il peut décider de ne pas activer son option et d'aller tenter le marché des agents libres et signer ailleurs. Il peut aussi décider de ne pas activer son option et re-signer un contrat plus longue durée avec OKC. Et puis à côté de ça, il y a Carmelo Anthony, qui a une early termination. C'est-à-dire que c'est l'équivalent d'une option joueur, sauf que si Carmelo Anthony active son early termination, donc s'il n'active pas cette année 2018-2019 à OKC, il se trouve agent libre. Il peut aller signer ailleurs, par contre OKC ne peut pas lui prolonger d'extension derrière. C'est ça la différence entre early termination et option joueur. Donc il y a une double incertitude sur deux des joueurs majeurs de cette équipe d'OKC. Quel avenir? Parce que, attention, dans l'optique où les joueurs restent, les deux activent leur option, le salaire de l'équipe, les salaires cumulés de l'équipe, c'est de 137 millions de dollars. Il y a déjà pratiquement 30 millions de taxes de luxe qui est payé. Donc, il n'y a aucune flexibilité salariale pour recruter à côté. C'est là où je veux en venir. Et puis, ce qui va être très, très, très intéressant, c'est qu'on va pouvoir voir ce que Carmelo Anthony a vraiment dans le ventre. Et a vraiment dans la tête. Parce que là, Carmelo Anthony, la saison prochaine, il a 28 millions de dollars assurés. On va voir ce qu'il a dans le ventre parce que si Carmelo Anthony joue pour gagner, il va dire « Ok, la probabilité qu'avec OKC on gagne le titre, elle est faible. Je renonce à mes 28 millions pour signer avec une mid-level exception à 5-6 millions de dollars à Houston ou aux Warriors ou à Cleveland. » Il fait une David West. Il renonce au pactole parce qu'il en a déjà gagné plein pour aller gagner le titre. Et il accepte d'avoir un rôle mineur dans une équipe compétitive et il joue vraiment pour la gagne, pour participer à une aventure où on va en finale et on essaye de jouer le titre. Ça, c'est l'option, le joueur modèle, okay, qui joue pour gagner. On sait très bien, malheureusement, si comme moi, vous êtes un petit peu cynique, on sait très bien que ça ne se passe pas comme ça. La probabilité que Carmelo Anthony renonce à 28 millions, elle est très, très, très,
très très basse, sachant que sa valeur marchande, elle a complètement dégringolé avec la saison de catastrophique qu'il vient de faire, sa valeur marchande est très faible. Donc il est évident que Carmelo Anthony, il va activer son option, il va rester à OKC, il va prendre ses 28 millions, et ça c'est une mauvaise nouvelle pour Oklahoma City, parce que derrière, il a toujours une no trade clause, donc Anthony, il est inamovible et personne ne voudrait de toute façon récupérer ses 30 millions, même s'il reste plus qu'une année. Il n'y a pas non plus de solution de buyout. Bref, c'est un petit peu la catastrophe pour le cas Anthony. Au-delà de ça, c'est ce que je vous disais. Donc, soit il reste, il prend les 28 millions, soit il part et c'est 5-6 millions pour jouer le titre ailleurs. Et maintenant, quid de Paul George? Quid de Paul George, parce qu'il y a une autre situation un petit peu étriquée avec Paul George. Il a une option joueur sur 2018-2019 à 20,7 millions. Ok. La probabilité la plus élevée, c'est qu'il décline cette option. Parce qu'il sait très bien qu'il peut renégocier une année 2018-2019 à un montant plus élevé que 20 millions, que les 20 millions qui lui étaient dus. Option numéro 1, il re-signe un nouveau contrat avec Oklahoma City. Donc, il n'active pas son option, il est agent libre, et dans la foulée, il re-signe un nouveau contrat de 5 ans avec Oklahoma City à plus 8% d'augmentation par an, et il sera au contrat max pour un joueur de 7 à 9 ans d'expérience NBA, c'est 30% du salary cap. Donc ça veut dire que saison 2018-2019, il est à 30,3 millions, et qu'au global, il re-signe un contrat de 5 ans pour 175 millions de dollars, ça fait une moyenne d'à peu près 35 millions par an. Voilà l'option numéro 1, Paul George qui reste à OKC et qui prend le contrat max, sur la durée max. Option numéro 2, Paul George il signe ailleurs. Là, il peut signer un nouveau contrat, c'est pas 5 ans par contre, c'est 4 ans, et c'est plus 8% d'augmentation, c'est 5%. Par contre, même s'il signe ailleurs, il peut toujours obtenir 30% du salary cap. Il peut toujours obtenir le même niveau de salaire max que s'il restait à OKC. Dans ces cas-là, 2018-2019, c'est toujours 30,3. Sauf que sur 4 ans, ça fait un total de 130 millions et ça fait une moyenne de 32,5 millions de dollars par an. 35 s'il reste à OKC, 32 s'il va ailleurs. Et vous voyez que le delta, il n'est pas si important que ça. Donc le facteur argent ne va pas tant que ça peser dans la balance de la décision de Paul George. Et ça, c'est une mauvaise nouvelle pour OKC. Parce que ça pouvait toujours être un argument de poids que de dire « Attends, si tu restes avec nous, Coco, tu vas te faire 10 millions de plus par saison que si tu vas ailleurs. » On n'en est malheureusement pour OKC pas là dans le cas Paul George. Donc il va falloir jouer sur d'autres leviers. On verra bien ce qu'il se passe. On verra bien ce qu'il se passe. Si jamais Carmelo Anthony reste et que Paul George signe ailleurs, donc ça c'est le scénario catastrophe un peu pour OKC, eh bien OKC, ils ont dépassé le plafond du salary cap, ils n'ont aucun dollar en banque pour recruter. Ils n'ont qu'une mid-level exception qui va être à 5 millions, parce que c'est une équipe qui paye la taxe de luxe, je crois, de mémoire. Donc ils vont avoir 5-6 millions en mid-level exception pour recruter. Et avec ça, avouez que pour compenser le départ de Paul George, vous êtes un petit peu limité en capacité de recrutement. Et puis n'oubliez pas que Melo, il a une no trade clause, donc il est inamovible. Et puis c'est pas non plus la peine de penser à un buyout, parce que je vous rappelle que quand vous faites un buyout, vous devez payer 100% du salaire. Donc ça ne changera rien à la problématique, ça serait juste faire un cadeau à Melo de dire ok, on te paye ton année et tu vas maintenant signer où tu veux, et à ce moment-là Melo prendrait un salaire minimum, irait à Houston et il serait content. Pour moi, l'approche qui serait la plus salutaire pour cette équipe d'OKC, c'est de faire un bis repetita, donc on repart avec Westbrook, Paul George et Carmelo Anthony, parce que malheureusement, on n'a pas vraiment de plan B. On n'a pas vraiment de plan B. Le seul plan B, c'est Paul George s'en va. Et à ce moment-là, on se retrouve avec Westbrook, Steven Adams et Carmelo Anthony. Ça va être compliqué. Donc, le scénario le plus favorable à cette équipe d'Oklahoma City, c'est un bis repetita. On repart avec les mêmes. Mais avec un nouveau coach qui va avoir une nouvelle approche, qui va apporter des nouveaux schémas offensifs et qui va peut-être transcender cette équipe
qui va pouvoir peut-être réussir à exorciser les démons d'OKC, qui sont les mêmes. Scott Brooks, Donovan ont coaché cette équipe de la même façon, et c'est toujours les mêmes démons du Hero Ball qui hantent, c'est toujours les mêmes démons de la pauvreté du collectif, de la pauvreté des schémas tactiques en attaque, et ça montre à chaque fois ses limites. Donc la saison passée, on avait un Westbrook omnipotent qui voulait tout faire et qui se plaignait de ne pas avoir de renfort de ses coéquipiers. On lui amène 2 All-Stars et on se retrouve dans le même cas de figure. Un Westbrook qui veut essayer de tout faire et dont les coéquipiers ne contribuent pas. Donc il va falloir lâcher deux Team All-NBA dans cette équipe d'OKC aux côtés de Westbrook pour qu'ils arrivent à gagner. Non, quand vous avez d'une manière répétée les mêmes diagnostics qui se présentent alors que le casting évolue, c'est pas un problème de joueur, c'est qu'il y a un problème d'encadrement, c'est qu'il y a peut-être un problème de la façon dont Westbrook est utilisé. Je vous ai déjà dit depuis très longtemps que pour moi Westbrook devrait décaler en deux aux côtés d'un meneur créateur type Chris Paul qui cohabite avec Harden, et ça marche très bien. Il faudrait ça avec Westbrook parce que certes Westbrook il fait plein de passes décisives, c'est un playmaker, mais il perd aussi énormément de ballons, il fait aussi énormément de mauvais choix, de mauvaises décisions, et il serait tellement plus efficace aux côtés d'un joueur qui fait le playmaking, qui fait la mise en place, et lui il explose pour la finition. Ça fait 5, 6, 7 ans que je le répète. Hey, wait and see, là c'est The Sea of the Bahamas pour Westbrook, Melo et Paul George, et c'est wet sur le front de Sam Presti qui doit être en train de transpirer parce qu'il a une intersaison très compliquée qui l'attend. On suivra ça bien entendu de très près. Bon match, bon playoff, merci de votre fidélité, c'est que de l'amour.